Mago, c'est parti, tu peux y aller. Ok, donc bonsoir. Merci aux rencontres interactives. Et je vais donc faire un talk sur les services workers. Rapidement, qui je m'appelle donc Alexis Janvier, je suis développeur chez Marmelab. Ouais. Excuse-moi, donc depuis 2014. Marmelab, c'est une petite boîte de dev, on est 8 devs en ce moment. On fait beaucoup de POC, de MVP, de choses comme ça. Vous connaissez sans doute pas, parce que c'est donc une boîte qui est sur Nancy et pas à Caen. Moi, je suis en télétravail, en fait, en remote working à Caen. Et pourquoi? Parce que ils connaissent rien en équitation à Nancy. Voilà. Alors, avant d'aborder vraiment les services workers, je voulais faire un petit topo sur les applications web. C'est vrai que j'avais misé sur le fait qu'il n'y aurait pas énormément de développeurs ce soir, qu'il y aurait plus des non-devs. Je ne sais pas si c'est le cas. Qui est-ce qui est plutôt dev? Ouais. Donc bon, désolé pour vous, je vais faire des trucs un peu plus généralistes. Il n'y aura pas énormément de code ce soir, mais si vous avez des questions, si vous voulez que j'approfondisse des trucs de code, n'hésitez pas à le demander. Donc, le b.a.-ba de ce qu'est une application web, on a donc un navigateur qui va demander des choses à un serveur web via des requêtes HTTP. Donc, avec une HTTP request, on va demander un document à un web serveur, typiquement une page web, le serveur va le retourner et le navigateur va l'afficher. Là, dans l'exemple, c'est donc une page HTML, ça retourne du code HTML. Si on bosse plutôt application, une application, en fait, on n'aura pas plusieurs pages comme on avait classiquement sur un site web avec, je sais pas, l'index.html, présentation.html. On va avoir une application qui va se charger dans le navigateur et qui va demander de la data à un serveur web aussi, ou une API, etc. Sauf qu'il va demander un autre type de document, il va demander typiquement un JSON. Enfin, le serveur va renvoyer un JSON. Toujours via le protocole HTTP. Je vais essayer d'aller vite. Donc globalement, le navigateur, il demande un type de document, ça peut être une image, ça peut être un MP3, ça peut être du HTML, ça peut être du JSON. Il le demande à un serveur web sur une URL particulière via le protocole HTTP. Jusque-là, c'est très simple. Le serveur y répond en renvoyant, si le document existe ou qu'il peut le générer, il va renvoyer le document demandé, le MP3, la page HTML, peu importe, avec un statut de réponse 200. Il dit OK, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ou alors il va renvoyer un code d'erreur pour diverses raisons, parce que le document n'existe pas, parce que le serveur n'a pas réussi à le générer, parce que le serveur est indisponible, parce qu'on est offline. Ok. Alors souvent, vous avez déjà entendu parler des services workers? Ouais. Pas trop. Donc souvent c'est présenté comme un proxy qui se place entre le navigateur et le serveur web. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, le navigateur, le serveur web. Alors c'est quoi un proxy? C'est pas un chat, c'est, on va dire pour l'instant, une application qui va intercepter une requête et qui va éventuellement, qui peut faire des choses avec, qui va faire le passe-plat vers le web server. Et quand le web server va répondre, il va attaquer le proxy, il va répondre d'abord au proxy, et le proxy va retransmettre sa réponse au navigateur. Donc c'est vraiment un truc qui se place entre le navigateur et le web server. Des proxys, on en a, je sais pas, souvent dans les réseaux, sur les intranets, avant de sortir sur Internet, le proxy, c'est lui qui va avoir les navigateurs en interne vont demander au proxy une page web. Si le proxy, par exemple, l'a déjà en cache, il va lui renvoyer, ça permet aussi de filtrer, de faire pas mal de choses. Donc, c'est pas un chat, je l'ai déjà dit, hein. Mais un service worker, c'est un fichier JavaScript qui va être appelé par la page HTML. Il va être exécuté par le navigateur, mais indépendamment de la page elle-même. C'est clair? Oui. On voit rien. Désolé.
ça, en fait, c'est dans la page HTML, c'est l'appel au service worker. Alors, je vais revenir ou pas dessus s'il y a des questions. Je n'avais pas prévu de revenir dessus, mais je pourrais revenir en détail dessus. Mais on est dans une page HTML, on appelle donc dans une balise JavaScript, on va appeler, je vais juste passer là-dessus, un service worker en appelant le service worker.js avec un service worker register. Ouais, c'est meilleur. Voilà le service worker.js. Alors pareil, je vais passer vite dessus pour le moment. C'est du JavaScript. Juste éventuellement, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une notion d'événement, d'event. Donc on va, dans un service worker, écouter des événements. Et on voit que là, on a 3 grands types d'événements. On a un événement qui est l'install, l'activate et le fetch. Mais là-dessus, je vais revenir là-dessus. Donc les points qui me semblent importants pour commencer à parler du service worker, c'est bien que c'est un processus indépendant de celui de la page elle-même. Je ne sais pas si ça parle aux non-développeurs, mais ça va. J'espère que ça va vous parler tout à l'heure. Ça, c'est vraiment pour les devs. Tout ce qui se passe dans un service worker, c'est du code asynchrone. Notamment, on utilise par exemple des promesses. Pourquoi j'en parle? L'idée, c'est que donc, le service worker va intercepter toutes les requêtes du navigateur. Il ne s'agit pas d'arrêter le fonctionnement de la page web si le service worker fait des choses compliquées. Le temps qu'il interroge, qu'il ait la réponse, si jamais il doit faire des choses avec la réponse, il ne faut pas que ça interrompe l'exécution de la page elle-même. Donc on fait de l'asynchrone dedans. J'ai parlé d'événements, on a des événements, donc les trois dont je vous ai parlé. Non seulement il y a plusieurs types d'événements, mais ils ont un ordre précis. Il y a un cycle de vie sur les service workers. Le cycle, c'est l'événement d'installation, l'install, ensuite l'activate, et ensuite le fetch. Quatrième point, le service worker, donc notre proxy, il a accès à un mécanisme de cache, ça lui permet de stocker de la donnée. Donc on voit, dans l'API, on a accès à caches open et on peut ouvrir un cache nommé. Autre chose qu'on ne voyait pas du tout dans ce que j'ai présenté, c'est que ça ne marche qu'en HTTPS. Alors sauf en développement local, sur le localhost, on peut ne pas être en HTTPS. Mais dès qu'on met ça en production, on est obligé d'être en HTTPS. Qu'est-ce qui justifie que ça marche pas? Alors c'est dans le protocole, c'est fait comme ça, c'est codé pour que ça ne marche pas en autre chose que de l'HTTPS. Et notamment, une des raisons, j'y reviendrai, quand on voit ce qu'on peut faire avec un service worker, on a intérêt d'être sur une connexion un petit peu sécurisée et d'être sûr à qui on parle, en fait. D'être sûr que le serveur avec lequel le service worker dialogue soit bien celui dont on espère qu'il répond. Et il y a un dernier point important, mais j'en parle pas maintenant. Mais c'est un point important. J'ai fait un espèce de schéma un peu pourri qui récapitule tout ça. Donc pour dire, on a bien le navigateur, le serveur web, le service worker qui se place entre, qui est capable d'intercepter les requêtes vers le serveur, qui est capable de récupérer tout ce qui en revient, qui a accès à un cache dans lequel il va pouvoir stocker des trucs. Ça, c'est toutes les briques du service worker. Alors, une des premières choses qu'on envisage de faire, moi, en tout cas c'est pour ça que j'ai commencé à regarder les service workers, c'est de mettre un site offline. C'est-à-dire que notre site il s'affiche, on n'a plus de connexion internet, et génial, le site s'affiche encore. Donc pour ça, je vais commencer à parler de la phase d'installation. Donc j'ai dit que c'était un cycle, le service worker il s'installait, il s'activait, et ensuite il avait une autre phase de vie qui correspond au fetch. En fait, le fetch, c'est au moment où il va intercepter toutes les requêtes réseau. Au moment de l'installation, on peut programmer, indiquer au service worker un certain nombre d'éléments, d'URL, qu'on veut qu'il mette en cache. Là, typiquement, par exemple, je définis une constante dans laquelle je mets toutes les URL que je veux mettre en cache. Et un cache, c'est quoi? C'est une espèce de base de données très simple, clé-valeur.
Donc le service worker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une entrée cache sur l'URL de la requête, et derrière, s'il y a une réponse du serveur, il va mettre ce que le serveur retourne. Alors ça, encore une fois, on peut mettre des images, on peut mettre du HTML, on peut mettre du JSON, on peut mettre ce qu'on veut là-dedans. Donc, c'est ce que je viens de dire avant, une fois qu'il est installé et activé. Je ne parle pas de la phase d'activation, c'est une phase qui, moi, piquait un peu au moment où je me suis mis au service worker. Je ne vais pas en parler ce soir, sauf si on a le temps d'en parler vite fait après. En tout cas, le service worker, il est installé, il est activé, et il écoute toutes les requêtes qui vont être faites par l'application. Donc, toutes les requêtes vers le serveur. On veut mettre un site hors ligne. Donc le plus simple, ça va être quoi? Ça va être au moment d'installer le service worker, on va donner tous les éléments qui sont nécessaires au fonctionnement de notre site. C'est génial pour un site très très simple. Mais si on a un site très très simple, avec genre une page, 2 pages HTML, 3 images, un fichier JavaScript, un fichier de fond, c'est un truc très simple comme ça, on va le coder, on va dire voilà, mon site il est constitué de cette série de 10, 15, 20 fichiers. Et on va tout mettre en cache au moment où le service worker il va s'installer. Ensuite, tant qu'on n'a pas de retour d'erreur de la part du serveur, le service worker il fait rien en fait. Il entend il voit la page qui est demandée, l'image qui est demandée, il voit que le serveur il répond, il passe la réponse et il fait rien d'autre. Par contre, si jamais il y a un retour en erreur du serveur, le service worker est capable d'identifier, donc c'est ce qu'on a vu au tout début, un statut de réponse qui n'est pas un statut 200. Et dès qu'on ne va pas être en statut 200, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit l'URL qui a été demandée, il va regarder dans son cache s'il l'a, a priori oui, parce qu'on lui a dit de la mettre au moment de l'installation, et il va servir ce qu'il y a dans le cache. Et avec ça, notre site, il marche offline. Alors, j'ai fait une petite démo, que vous pouvez essayer si vous avez un téléphone portable, ce qui sera l'occasion de voir que je ne sais pas du tout coder pour les portables parce que ça ne rentre pas si vous avez un trop petit écran. Je peux faire la démo vite fait sur l'ordi. Donc c'est l'URL que je vous ai donné. C'est mon site. Mon site, il y a 3 fois rien dedans. Tu veux retrouver. Alors l'URL c'est sw. Ah, c'est bon, je me mettais en mode avion pour tester du coup. Donc là en tout cas c'est là. Et alors ce qu'il faudrait c'est que je coupe le réseau sur un Windows, ça doit être là. Tu casses pas tout, s'il te plaît. Ouais, tu cliques dessus. En cliquant dessus, je dois pouvoir me déconnecter. Ça marche pas quand je le mets en mode avion. En tout cas là je suis déconnecté. Alors ça se trouve ça va être l'effet démo où ça marche jamais. Hein. Là je reload. Et il se passe rien. C'est l'effet démo. Je l'ai testé cet après-midi. En tout cas, je suis censé plus avoir de réseau. Il faudrait que je vérifie effectivement que j'en ai pas avec une autre page. Je sais pas, Google. Voilà. Google ne marche pas. Et notre site, lui, il marche. Démo. Merci. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus simple qu'on peut faire avec un service worker. J'ai pas mis de minutage, je sais pas trop où j'en suis. Donc c'est chouette, déjà, hein, de pouvoir mettre un site en offline, la première fois qu'on le fait, on trouve ça marrant, c'est plutôt rigolo. Mais à vrai dire, ça apporte rien de plus que, alors je sais pas si vous connaissiez, Feu, l'application cache, qui est une vieille spécification du W3C, qui maintenant est déprécative officiellement.
où en gros on faisait un fichier manifeste, qu'on appelait aussi, on n'appelait pas un fichier JS, on appelait un manifeste, je crois que c'était du JSON dedans, et on pouvait décrire nos pages, les pages qu'on voulait qu'ils mettent en gros en cache au moment où il chargeait le site, et il était capable, lui, après d'aller chercher, pareil dans son cache, tous ces fichiers qu'on avait indiqués. Mais en fait, ce qui est vraiment très fort, avec, enfin, en tout cas très puissant avec les service workers, c'est que on peut coder la logique, la stratégie de cache qu'on veut. Donc là, j'ai vraiment fait l'histoire du offline, c'était ce qu'on pouvait faire de plus simple. Un des premiers trucs qu'on va faire, c'est, là je disais, je fais rien. Il y a une requête, j'ai une réponse, c'est une réponse valide. Bon, je donne ma réponse valide. Un site, il se met à jour régulièrement. La home, elle va bouger, il y aura des nouveaux posts, des nouveaux trucs et tout. On va se retrouver avec un cache au moment où on va être offline qui n'est pas à jour. Donc le premier truc qu'on va dire au service worker, c'est tu poses la question au serveur. Si j'ai une réponse, je la remets en cache pour avoir le cache le plus à jour possible et je rends la réponse. Après, on peut se dire, mon site offline, il a plein de pages, je ne veux pas lui indiquer toutes les pages, je veux juste qu'il y ait la home qui soit mise en cache, la home complète avec toutes ces images que je maîtrise. Par contre, pour toutes les autres pages du site, je vais décider d'écrire une page site offline que je vais télécharger au début. Et la stratégie, ça va être de dire, ok, si j'ai une réponse en erreur du serveur et qu'en plus, j'ai pas d'entrée dans le cache, je vais vous donner cette page offline par défaut. Donc ça permet d'avoir juste la première home et puis tout le reste, ça dira juste vous êtes offline, vous ne pouvez rien faire. On est dans un fichier JS. On sait sur quel type de navigateur on est. On sait si on est sur du mobile, etc. Ça c'est facile à savoir en JS. Bon voilà, une requête qui va demander une image basique, slash mon image. Le service worker il va dire tiens moi je suis sur mobile, alors je ne vais pas appeler mon slash image, je vais appeler mon slash mobile slash image. Et je vais servir des images optimisées pour le mobile ou des images optimisées pour le desktop, etc. On peut se dire, moi ce que je veux c'est que ça aille super vite. Donc au lieu de choper la requête, d'attendre la réponse du serveur et de renvoyer la réponse du serveur, je vais dire non, j'ai la requête, je l'ai en cache, je te la rends tout de suite, quoi qu'il se passe. Après je vais attendre, je vais quand même faire la requête au serveur, je vais mettre mon cache à jour, etc. Mais n'empêche que je vais répondre immédiatement sans même faire la requête réseau. Et là, on a des performances terribles, quoi. Enfin, ça va vraiment très très vite. Alors ok, on n'aura pas forcément de la donnée à jour, mais ça peut être sur certains types de sites où on sait que ça ne se met pas à jour régulièrement, un réel avantage, quoi. On va vraiment très très vite. On peut se dire, ok, j'ai ma page, mon site il est hyper compliqué, je ne maîtrise pas du tout les pages, je ne suis pas capable de le décrire au moment de l'install, c'est pas grave. Je vais le faire que sur ma home, encore une fois. Par contre, dès que je vais recevoir une page, je vais aller la scanner, je vais regarder tous les liens qu'il y a dedans, qui pointent vers mon site, et je vais aller remplir mon cache avec tous ces liens. Ce qui fait que la première page, elle va mettre un peu de temps pour se faire appeler, mais toutes les pages qu'on va afficher d'après, tout sera déjà dans le cache. Et on va aller, encore une fois, hyper vite. Et pour remplir ton cache, il faut une connexion. Ouais, tout ça, ça marche quand il y a une connexion. D'où d'ailleurs la phase d'install, où c'est une phase où de toute façon tu es en ligne, c'est la première fois que tu affiches ton truc. Et donc il faut réfléchir à qu'est-ce que tu vas mettre en cache. Enfin, après, c'est encore une fois, l'avantage de ça, c'est qu'en réfléchissant bien, il faut définir sa stratégie de cache en fonction de ce qu'on veut faire. On peut faire énormément de trucs. Et à vrai dire, si on réfléchit bien, et là je m'adresse pareil aux codeurs, pour quelqu'un qui fait du dev back, qu'on soit en PHP avec du Symfony, en Express, en Go, en peu importe, quand on bosse back, on a quoi? On a une request, un objet request, on fait des trucs et on envoie une réponse. C'est ça qu'on fait côté back. Et ça, on peut le faire dans un service worker. Il y a des mecs qui ont codé des applis complètes dans le service worker, c'est-à-dire, il peut faire du stockage de données avec son cache. À vrai dire, on peut aussi utiliser des bases de données pour peu qu'elles soient asynchrones. Je sais qu'il y a une des bases de données disponibles sur les navigateurs, je ne sais plus laquelle, qui a une API asynchrone. On peut coder de l'Express dans le service worker. Donc là, je cite l'exemple d'un mec qui a fait une démo là-dessus. Donc c'est vachement puissant, clairement, les service workers. Et alors, c'est pas tout. Pareil, je vais passer le truc assez rapidement.
Il y a une API de push dessus. Le service worker, j'ai insisté dessus un peu au début, c'est un process qui s'exécute indépendamment de la page. Alors ça, imaginons que vous ayez le même site. Vous ouvrez 4 onglets sur le même site, mais sur des pages différentes. Les 4 onglets, ils vont attaquer le même service worker. On ne va pas instancier un service worker pour chaque onglet, mais chaque onglet, il est capable de voir qu'on est sur la même application, on attaque le même domaine, ça utilise le même service worker. Même si les onglets sont fermés, le service worker, il est encore là et il tourne. Et donc, il y a possibilité, depuis le serveur, d'aller taper ce service worker qui tourne en tâche de fond, pour lui dire, via l'API de notification qu'il y a maintenant sur les navigateurs, vas-y, affiche-moi une notification. Autre chose, j'ai beaucoup parlé de prendre des documents, faire du get, mais voilà, une application, clairement, on envoie aussi des trucs au serveur. On envoie des photos, on poste des trucs, on fait des posts de blog, enfin voilà, on envoie un post, en ce qu'on veut. Le service worker, alors je ne vais pas détailler, et à vrai dire, je ne l'ai pas fait. Je ne vois pas trop comment le truc marche. J'ai rien fait dessus. Mais l'idée, c'est que il est capable de prendre une requête en post, genre avec une image, de dire ok, je suis offline, je la stocke quelque part, et au moment où il retrouve sa connexion, hop, il l'envoie. Donc il est capable normalement de se resynchroniser en passant de offline à online. Et là, on se dit, c'est quand même incroyable que tout le monde ne connaisse pas ça dès le lycée, les services workers. Et il y a un petit problème. Si on revient sur mon script du début, où j'appelle le service worker, c'est if service worker in navigator. Le truc, c'est que les service workers, c'est pas disponible dans tous les navigateurs. Loin de là. À vrai dire, on a une super bonne implémentation dans Firefox, dans Chrome, dans Opera, je ne sais pas, j'ai pas testé. J'ai pas d'Opera. Par contre, on n'en a pas sous IE, 0. Et c'est pas implémenté non plus sous Safari. Et Edge non plus, du coup, on sait pas. Sous Edge non plus. A priori, ils sont en train, mais pour l'instant, non. Donc IE, pareil, je m'adresse aux devs, personne n'est étonné, hein, c'est normal. Par contre, sous Safari, c'est plus étonnant. C'est le nouveau IB. Hein, C'est le nouveau IB. c'est là. Le nouveau IB. Ouais, c'est vrai. Il paraît que c'est nouveau. N'empêche que Safari en JavaScript, il est bon, quoi, le moteur. Le moteur est super rapide. Ouais. Je cracherai pas sur Safari comme je peux me moquer de IE. Et alors c'est une théorie que j'avance, ou je sais pas, je l'ai lu à vrai dire, hein, et puis ça peut sembler logique, c'est peut-être à cause des progressives web apps. Donc je vais parler, je sais pas depuis combien de temps je parle, mais assez rapidement des web apps, des progressives web apps. Vous avez entendu parler des progressives web apps? Donc ça parle un peu à tout le monde. L'idée c'est de faire une app web qui fonctionne comme une app native. Les mecs ont un petit peu théorisé le truc. Alors, a priori, Francis Berryman et Alex Russell sont des bonnes références en la matière. Ils ont mis 9 grandes caractéristiques pour les web apps. Il faut qu'elles soient responsives, donc il faut qu'elles s'adaptent sur du mobile, sur de la tablette, etc. Donc ça, a priori, on fait du HTML, on fait du progressif, ça marche. On peut faire en web. Il faut que ça soit indépendant de la connexion. Ça doit notamment fonctionner hors ligne. Donc on a vu avec le service worker, c'est possible. Il faut qu'on ait une interaction qui ressemble à de l'application native. Alors, ça, il y a plusieurs éléments qui rentrent là-dedans. Il y a des éléments de design, il y a des éléments du X. Il y a le fait qu'il faut que ça soit hyper réactif. Donc ça, on a vu, le service worker permet vraiment d'avoir cette réactivité-là. Ça demande à avoir un bon intégrateur qui connaît très bien les CSS et qui sait faire du 60 fps parce qu'il connaît super bien ses effets d'animation et tout. Ça existe aussi. Donc on peut faire de la plaque interaction avec du web. Il faut qu'elle soit fraîche, donc il faut qu'elle se mette à jour de manière transparente. Donc a priori, le service worker permet de le faire aussi. Il faut qu'elle soit safe en HTTPS. C'est pas le service worker, il est pas lié, mais il se trouve que les deux, il faut que ça marche en HTTPS. Il faut que ça soit découvrable. En gros, il faut que ça puisse être facilement trouvable, notamment via Google. Alors pour ça, il
il y a, alors j'en parle pas dans le talk, mais on peut déclarer un manifeste sur une page web qui en gros est un fichier JSON qui permet de dire ok, c'est quoi cette app, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi les icônes si jamais je l'installe sur mon écran d'accueil. Enfin, voilà, ça permet de définir une application liée à un document HTML. J'ai juste mis un lien dans le talk sur c'est une spécification du W3C, hein, c'est bien détaillé. En tout cas, c'est un truc qui est capable de comprendre Google. Il voit quand il y a un manifeste qu'il y a une page web, et donc il l'identifie comme une application. Il faut que ça soit re-engageable. En gros, c'est des notifications. Voilà, il faut qu'on puisse relancer les gens qui ont installé notre application. Le service worker permet de le faire. Il faut que ça soit installable. Encore une fois, ça c'est lié au manifeste. C'est ça qui permet, il y a certains navigateurs qui repèrent qu'il y a un manifeste et qui est capable de dire est-ce que vous voulez installer cette application sur votre mobile. Automatiquement, il va mettre le bon icône sur la page d'accueil qui va lancer ça dans un... comme si c'était une application indépendante, j'ai oublié le terme. Et linkable, il faut que ça soit facilement partageable, c'est du web. Ça se partage facilement, c'est une URL. Donc, on a toute la techno disponible maintenant pour faire des applications web qui sont quasiment aussi performantes que des applis natives et surtout qui vont être distribuables complètement en dehors des stores. Et peut-être que c'est pas ça que Apple n'aime pas trop. En fait, c'est possible. C'est probable. C'est aussi mon avis. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Je vais faire rapide aussi. C'est vraiment un bon truc à connaître, le service worker. C'est pas implémenté partout, mais c'est implémenté sous Chrome et sous Firefox. On peut coder ça en ES 2015 facile, donc c'est sympa à coder. C'est de la synchrone, et on fait ce qu'on veut dedans. On peut même, à mon avis, s'y perdre, parce que toutes les problématiques de cache, je ne sais plus qui a dit, les deux grands problèmes en informatique, c'est de nommer les fonctions et de resetter son cache. Je me dis, un truc qu'on peut mettre dans le cache, ça peut être des sacrées prises de tête. Mais c'est vraiment très très puissant. Alors par contre, clairement, en tout cas moi, dans mon boulot de tous les jours, le fait que ça ne soit pas compatible IE, et surtout Safari, c'est un vrai problème. Donc voilà, en gros, si vous êtes sur des applications sur lesquelles vous pouvez imposer le navigateur, parce que c'est une demande spécifique, parce que cette application elle doit être disponible offline, et que vous pouvez dire au client ok, mais ça sera du Chrome, c'est génial. Je crois qu'il y a notamment, je sais plus, genre Médecins du Monde qui a développé une appli pour aller dans le désert, comme ça, c'est des service workers qui bossent derrière. Soit avoir un budget suffisant pour mettre des service workers que pour la moitié des utilisateurs. S'il y a le budget qui le permet, ça permet de vraiment accélérer l'affichage d'un site web. Si vous voulez être avant-gardiste, parce que c'est chouette de dire qu'on sait faire des progressive web apps, foncez. Et sinon, c'est pas facile à vendre à un client, s'il n'y a pas ces conditions-là. Moi je sais que, en gros je le dis parce que moi j'ai découvert les web apps pour une application pour un client, où il devait y avoir beaucoup d'éditions offline, etc. Seulement sa cible privilégiée, c'était des gens qui étaient sous iOS. Ouais, sur iOS, du coup, tu peux pas l'installer. Non. Tu peux l'afficher. Push. Ouais, non, tu oublies tout ça. Tu es obligé de faire soit de l'hybride, avec PhoneGap, ou alors faire une application native et passer par leur store, etc. Et PhoneGap, tu es obligé de passer par leur store et tout leur processus. Un petit peu pénible. Voilà, merci. Merci à toi. Pour votre attention.